Milliards de téléspectateurs étaient attendus sur cet événement. Les yeux du monde entier étaient rivés sur les JO de Paris. Dans ce contexte, Ouest France, un des leaders de médias français, on les a aidés, on les a accompagnés avec AWS à sécuriser leur infrastructure dans le cadre des JO. Donc dans cette session, on va voir les meilleures pratiques en termes de sécurité, un retour d'expérience d'un point de vue client, mais également comment approcher un grand événement comme les Jeux Olympiques et comment s'y préparer. Je suis Martin Coulon, solution architecte à AWS depuis maintenant 2 ans et demi et je suis responsable du compte Ouest France. Je suis accompagné de Jérémy Chauma, staff engineer, ainsi que Louis Orcade. Oui, donc Louis Orcade, je suis solution architecte dans les équipes startup chez AWS et dans le cadre de ce rôle, j'accompagne les clients du secteur médias, sport et divertissement dans la sécurisation de leur infrastructure et de leur application. Nous avons décidé d'axer cette présentation sur... Hop, c'est bon. Désolé, le temps de manier le clicker. Donc nous avons décidé d'axer cette présentation sur le travail réalisé conjointement par AWS et Ouest France en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc dans une première partie, nous allons discuter du contexte de ces Jeux et pourquoi on pouvait s'attendre à un fort taux de cybersécurité pendant cet événement. Face à ces risques, nous allons ensuite discuter des bonnes pratiques AWS pour sécuriser vos applications, notamment lorsque celles-ci sont exposées publiquement. Nous verrons ensuite quels sont les mécanismes à votre disposition afin de réagir en cas d'incident et lorsqu'une tentative de cyberattaque est détectée. Et on terminera par le témoignage de Jérémy qui viendra détailler le processus suivi par Ouest France afin de garantir la disponibilité et la sécurité des applications pendant toute la durée des Jeux. Pour commencer, on va commencer par faire un petit exercice. On va essayer de remonter dans le temps. Donc, on va imaginer qu'on est en septembre 2023. On est à la rentrée. Les Jeux Olympiques ont lieu dans un peu moins d'un an maintenant. Et donc, qu'est-ce qui pouvait nous amener à penser qu'à l'époque, on aurait un nombre élevé de cyberattaques pendant les Jeux et donc qui nécessiterait une préparation toute particulière. Alors déjà, on savait en septembre 2023 que historiquement, les Jeux Olympiques étaient une cible privilégiée pour les hackers. Ici, par cyberattaque, j'entends tout événement ayant pour but de tromper les utilisateurs, dérober des données ou impacter des infrastructures informatiques. On a listé ici quelques exemples qui ont eu lieu lors des éditions précédentes. Donc, premier exemple, c'est Londres 2012. Donc, pourquoi Londres? Donc, c'est la première édition où on a véritablement vu une forte augmentation du nombre d'attaques. Où, en effet, lors de cette édition, on a eu plus de 200 millions d'événements de sécurité qui ont été reportés. On a eu aussi une alerte toute particulière lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, avec les organisateurs qui suspectaient une tentative d'attaque au moment de la cérémonie d'ouverture. Où le but était de désactiver les lumières pendant la cérémonie, ce qui finalement n'a pas eu lieu. Ensuite, on a Rio 2016, où un groupe de hackers a pu mettre la main sur un compte, donc de façon illégale, sur un compte du Comité international olympique. Et on a profité pour faire fuiter les données, enfin les dossiers médicaux et antidopage de certains athlètes, donc en l'occurrence 29 athlètes, dont Simone Biles et Serena Williams notamment. Et le but de cette action était de semer le doute sur l'intégrité de certains athlètes. C'est aussi une édition qui a mis les systèmes informatiques à rude épreuve avec des attaques DDoS soutenues à plus de 540 gigabytes par seconde. Et enfin, le dernier événement marquant qui s'est produit lors des précédentes éditions est du coup celui à Pyeongchang 2018, où une attaque DDoS connue sous le nom de Olympic Destroyer a impacté la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulaient en Corée du Sud. Et donc cette attaque... excusez-moi, changement de clicker. Et donc cette attaque DDoS a impacté la Wi-Fi dans le stade au moment de la cérémonie d'ouverture, a impacté les drones qui rediffusaient la cérémonie et plus largement ça a impacté toute la retransmission télévisuelle. Le système, le site officiel est même tombé quelques temps avant la cérémonie, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de téléspectateurs qui n'ont pas pu imprimer leur billet et donc n'ont pas pu assister à la cérémonie. Donc il y avait un certain nombre de places vides dans le stade.
Et au-delà de ces quelques exemples isolés, lorsqu'on était donc en 2023, on pouvait anticiper que... Alors, je vais essayer de revenir. Ouais, c'est bon. Donc, au-delà de ces quelques exemples isolés, en septembre 2023, on pouvait prédire le niveau de risque en regardant le nombre d'événements de sécurité au cours du temps. Donc, tout d'abord, en Beijing 2008, le nombre d'événements était relativement faible, avec quelques faux sites web qui avaient pour but de tromper les utilisateurs. On voit une forte augmentation. À partir de Londres 2012 avec les 200 millions événements mentionnés plus tôt. Ensuite, à Rio 2016, c'est environ un peu moins d'1 milliard d'événements qui sont reportés. Et enfin, cette valeur explose littéralement à Tokyo 2020 avec donc 4,5 milliards d'événements de sécurité reportés. Donc en septembre 2023, quand on voit cette courbe et qu'on essaie de la projeter en 2024, on peut facilement prédire que le nombre d'attaques lors des Jeux de Paris battrait des records. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui explique ces attaques dans des événements comme les Jeux Olympiques, d'autres événements majeurs? Donc la première raison, c'est tout simplement l'argent. Donc 9 milliards d'euros, c'est le montant qui a été investi dans les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et à ce montant s'ajoutent les investissements colossaux effectués par les médias et les marques couvrant l'événement. Donc étant donné la durée limitée des Jeux, quelques semaines, c'est inenvisageable pour les infrastructures officielles d'avoir des périodes d'indisponibilité. Et donc cette pression imposée par le temps est un élément qui va attirer les hackers en quête d'argent et utilisant notamment des rançons logiciels. Deuxième raison, elle est plus idéologique. Donc, les Jeux Olympiques, c'est 5 milliards de téléspectateurs. Donc au-delà des épreuves sportives, les Jeux véhiculent l'image du pays hôte, mais aussi ses valeurs. Donc une des raisons des cyberattaques, c'est tout simplement la dégradation de l'image du pays hôte auprès de la scène mondiale. Et c'est aussi l'occasion d'insérer des messages de propagande alors qu'on a les yeux de tous les habitants de la planète quasiment qui sont rivés au même endroit, au même moment. Enfin, la dernière raison, c'est la démocratisation des logiciels malveillants et la baisse des barrières à l'entrée. Autrefois, l'implémentation de cyberattaques était plutôt réservée à un public d'experts, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple d'accéder à des logiciels malveillants et de mettre en place des attaques, ce qui mécaniquement augmente le nombre d'attaques. Et en parallèle, ces attaques sont de plus en plus dures à contrer avec les avancées technologiques. Ces menaces sont toujours vraies en 2023-2024, notamment en plus qu'on a de nombreux pays qui sont en conflit ouvert dans différentes situations du globe. Donc, ce qui a amené en amont des Jeux les organisateurs à alerter toutes les parties prenantes sur les dangers en termes de cybersécurité autour des Jeux. Et ce sentiment était résumé par le directeur adjoint de l'ANSSI, qui avait déclaré lors d'une audition publique au Sénat quelques temps avant les Jeux que les Jeux Olympiques allaient concentrer sur notre pays à un niveau inédit de cyberattaque. Donc voilà grosso modo quelle était la situation en amont des Jeux. On savait que c'était un événement à risque et qu'il fallait s'y préparer de façon particulière. Et donc c'est pour ça que pendant toute cette période, donc dès 2022-2023, on a commencé à travailler avec nos clients pour les aider à améliorer leur posture de sécurité. Donc, quelles sont les bonnes pratiques AWS pour sécuriser vos applications? Quels sont les services que vous pouvez utiliser et quelles actions ont été priorisées par West France? Pour introduire cette partie, j'aimerais commencer par vous parler d'un outil que nous utilisons avec nos clients et que vous pouvez également utiliser par vous-même. Donc cet outil s'appelle le AWS Well Architected Framework ou le WAF pour ceux qui connaissent. Et donc c'est un guide qui accompagne toute société voulant construire une solution efficace, sécurisée et fiable sur AWS. Donc il repose sur 6 piliers. Le premier pilier étant l'excellence opérationnelle pour la surveillance des systèmes et l'amélioration continue.
Deuxième pilier pour la sécurité, ce qui est protection des données et protection de votre application et de l'infrastructure. On a la fiabilité qui indique la capacité d'un système à fonctionner correctement. L'efficacité des performances pour l'optimisation optimale des ressources. Optimisation des coûts, ce qui vous permet finalement de ne pas avoir de dépenses inutiles. Et enfin, développement durable pour minimiser l'impact environnemental de vos charges de travail sur AWS. On a un temps limité, on a 45 minutes, donc on ne va pas pouvoir parler des 6 piliers évidemment. Celui qui va nous intéresser pour le reste de cette session est le pilier sécurité. Voilà. Merci. Donc le pilier sécurité, on va le découper en 5 parties. La première, gestion des identités et des accès. La journalisation et surveillance, sécurisation de l'infrastructure, protection des données et réponse aux incidents. Donc 5 piliers, ça va dépendre aussi de votre infrastructure cloud. Avec West France, on a fait le choix de se concentrer sur les 2 premiers piliers. Et dans le cadre des Jeux Olympiques, on se devait d'être irréprochable. Donc c'était pas seulement des bonnes pratiques, mais c'est vraiment des choses qu'on devait mettre en place. Il y a aussi un contexte, donc le temps imparti qu'on avait pour mettre ces bonnes recommandations, et aussi en termes de ressources, donc dans un cas d'usage réel. Côté client, combien de personnes sont disponibles pour mettre en place ces bonnes recommandations. C'est pour cela qu'on a priorisé par rapport à l'existant de ce qu'avait déjà mis en place West France, et aussi à l'impact potentiel de ces risques s'ils venaient à aboutir. Donc sur ces 2 premiers piliers, on va voir le premier, donc avec la gestion des identités et des accès. Tout d'abord, dans la partie application et développeurs, donc dans le key, on va pouvoir mettre en place des accès temporaires. Les accès temporaires, c'est une bonne pratique, notamment lorsque vous savez que certains développeurs doivent accéder à une application pour une durée limitée, que ce soit 3 semaines ou 6 mois. Ça donne accès aux ressources que vous aurez prédéfinies pour ces développeurs et faire des accès propres à chaque développeur ou chaque groupe de développeurs. Chaque développeur dans vos équipes n'auront pas forcément les mêmes accès. Et également sur la durée, certaines personnes auront des accès longue durée, d'autres ce sera des accès temporaires qui viendront s'écraser à la fin du temps imparti. Également la mise en place de l'authentification à multifacteur. Donc c'est une bonne pratique et on devait aussi l'implémenter pour tous les développeurs. Donc tout ce qui était utilisateur humain devait accéder aux applications de 2 manières différentes, donc multifacteur. Sur la partie accès, le Least Privilege Access, donc pour les permissions, cadrer comment on accède aux ressources et scoper de manière la plus granulaire possible. Donc ça peut être fait avec IAM, sur l'accès aux ressources, quelles ressources on a envie d'accéder, et aussi les actions qu'on peut effectuer sur ces ressources ou sur les services. Par exemple, sur un bucket S3, on peut donner accès à la lecture, à l'écriture, mais également refuser l'accès à l'action de supprimer des données sur un bucket S3. Donc ça peut être fait d'une manière très granulaire. Et sur la partie ressources, scaler sur l'ensemble des ressources sur lesquelles vous les déployez. Et enfin, de manière générale, quand on parle d'identité et d'accès, revoir régulièrement ces identités-là. Donc on avait parlé d'accès temporaire, mais à intervalles réguliers, donc ça c'est à vous de définir dans votre entreprise, que ce soit tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Revoir si on a besoin d'avoir autant d'accès pour un utilisateur donné. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le scope auquel il a accès et revoir aussi les actions qu'il peut effectuer. Sur la partie journalisation et surveillance, on a différents outils à AWS qu'on peut utiliser, notamment le service AWS CloudTrail qui permet en fait de loguer l'ensemble des activités que vous allez effectuer sur AWS. Donc que ce soit les calls API qui vont être effectués lors de la création d'un bucket S3, tout ça on va pouvoir capturer cette activité, la stocker donc dans le système de stockage, conserver ces journaux d'événements, donc les conserver pour une durée limitée ou non, agir et déclencher des actions par rapport à la remontée d'événements qu'on va avoir, donc prédéfinir des actions qu'on peut automatiser avec d'autres services AWS, et enfin analyser les résultats, donc les examiner, donc faire une remontée par exemple tous les mois, revoir l'ensemble la remontée de log et voir qu'est-ce qu'on peut en déduire. AWS CloudTrail, ça va être aussi utilisé, donc c'était pas dans le cas de West France et dans les Jeux Olympiques, mais de manière générale, ça peut être aussi utilisé lorsque vous avez des règles de conformité à suivre. Ça va permettre justement cette partie journalisation et surveillance, on va pouvoir l'effectuer avec AWS CloudTrail.
Un autre pilier, la sécurisation de l'infrastructure, donc qui va se découper en 3 sous-parties. La première, l'isolation du réseau, les règles de pare-feu et la protection contre les attaques DDoS. Là-dedans, on va avoir plusieurs services AWS, encore une fois, qui peuvent être utilisés. On en a choisi quelques-uns pour vous les présenter aujourd'hui et ce qu'on a pu mettre en place. Donc, tout d'abord, sur l'isolation du réseau, on va pouvoir utiliser Amazon VPC. Donc, le VPC, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre vos ressources AWS dans votre compte. AWS Prevent Leak pour créer une connexion sécurisée. Sur les règles de pare-feu, on va pouvoir utiliser AWS WAF, donc plusieurs manières d'utiliser le service. D'un côté, on va pouvoir avoir des règles WAF qui vont être prédéfinies, qui vont être managées. Donc vous avez des bundles qui sont disponibles, différents types de bundles disponibles. Et si vous voulez, par contre, avoir des règles WAF customisées, c'est aussi possible dans le service. Typiquement, si vous voulez limiter le nombre d'actions possibles pour un utilisateur donné dans un pays donné, si vous avez déjà connaissance d'un potentiel risque dans votre infrastructure aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec AWS WAF. Et enfin, sur la partie protection contre les attaques DDoS, on a AWS Shield. Shield qui se décompose en 2 versions. La version standard, qui est accessible gratuitement, qui va vous protéger contre les attaques DDoS sur le modèle OSI de layer 3 et 4. Et sur la version Advanced, on va pouvoir retrouver une protection sur le layer 7 et on va pouvoir vous recommander en fait des règles WAF sur la partie applicative, donc avec un support AWS dédié qui va vous aider en fait à faire ces règles WAF qui vont être personnalisées. Donc là, on avait vu 2 types de règles WAF sur AWS WAF, celles qui venaient d'une manière managée et celles que vous pouvez customiser. Nous, on peut aussi vous aider par rapport à votre cas d'usage et au cas client que vous allez avoir à customiser ces règles-là. Sur le pilier des protections des données, on va avoir 3 catégories. La première, ça va être la gestion des clés de chiffrement, la gestion des certificats et enfin le stockage des secrets. Sur la première, on va utiliser le service AWS KMS. Donc vos clés de chiffrement, vous pouvez les ramener sur AWS. Vous pouvez aussi utiliser l'option d'avoir des clés managées directement sur AWS. Ce qui va être important d'avoir, c'est qu'on va pouvoir stocker de manière sécurisée ces clés-là et les autres services AWS vont pouvoir utiliser ces clés-là pour chiffrer vos données, que ce soit en transit ou au repos, suivant ce que vous voulez en faire. Et ce qui va être important, c'est aussi la rotation à mettre en place de ces clés, et aussi s'assurer que s'il y a une clé de chiffrement qui venait à être corrompue, qu'on puisse l'arrêter, pas la supprimer directement, attendre un certain laps de temps avant d'arrêter son utilisation, et si vous voyez qu'il n'y a pas besoin, la supprimer. Pourquoi je dis ça? Si vous supprimez une clé de chiffrement, nous on n'a pas de double de notre côté pour vos clés de chiffrement. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces mécanismes-là de protection pour éviter qu'il y ait des problèmes par rapport au déchiffrement de vos données. Sur la partie gestion des certificats, on a AWS Certificate Manager, donc qui a géré vos certificats, par exemple SSL, pour assurer des connexions sécurisées. Et sur le stockage des secrets, si vous avez un environnement de production, que vous avez des mots de passe que vous ne voulez pas qu'ils soient accédés, vous avez des clés API que vous voulez sécuriser, tout ça, on pourra mettre ça dans Secret Manager. Et encore une fois, on peut mettre en place de la rotation et changement de ces secrets à intervalles réguliers. Donc ça, c'est les bonnes pratiques qu'on va vous recommander. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'on a de manière générale sur AWS, qu'on a pu mettre en place en partie sur West France. Donc on a dû prioriser encore une fois par rapport aux risques qu'on connaissait. Mais ça, c'est vraiment d'une manière proactive. Après, d'une manière aussi réactive, c'est comment on va réagir en cas de problème. Donc en moyenne, ça va être 300 000 $ le coût moyen qui va être engendré pour 1 heure d'insécurité. Ça fait suite à une étude, c'est un chiffre qui n'est pas anodin, et on voit que l'impact peut être très fort lorsque vous avez une insécurité. C'est pour ça que la sécurité, c'est notre top priorité chez AWS, et c'est quelque chose qui se prépare aussi en amont. Comment nous, on peut vous aider à répondre à ça, donc que ce soit en tant que solution architect, mais également à travers du support AWS, qui va vous permettre d'avoir une planification proactive donc de vos événements, lorsque vous savez que vous allez avoir des gros événements. C'est quelque chose qui peut se préparer avec le support AWS, des services consultatifs lorsque vous avez des interrogations, l'automatisation, mais aussi une expertise cloud à laquelle vous pouvez accéder. Donc on va avoir différents niveaux de support AWS auxquels vous allez pouvoir accéder. Mais là-dessus, le support AWS va pouvoir vous aider en fait à atteindre vos objectifs par rapport, encore une fois, aux besoins clients que vous allez avoir, matcher le niveau de support nécessaire. Donc ça, c'est les différents niveaux de support qu'on va avoir, donc par rapport à votre maturité et aussi aux besoins du client. Donc lorsque vous allez débuter, vous allez commencer sans doute avec du support développeur, parce que vous allez découvrir AWS. On peut monter au support business, support enterprise on-ramp et support enterprise. Donc
West France a souscrit au support Enterprise On-Ramp, qui donne accès quand même à un TAM, un Technical Account Manager, mais également à des programmes qu'on peut mettre en place quand on s'y prend à l'avance, notamment le programme Countdown, qui permet de préparer des gros événements, et c'est ce qu'on a fait en fait avec les Jeux Olympiques. On savait qu'il allait avoir un gros événement, qu'il allait avoir potentiellement beaucoup d'utilisateurs, aussi des potentielles attaques en termes de sécurité. Et pour cela, on a préparé cet événement-là. Et le fait d'avoir le support, en plus d'être accompagné par un solution architect, a permis en fait qu'on réussisse cet événement sans souci. Voici quelques exemples de cas d'usage qu'on peut retrouver sur l'AWS Countdown. Donc, lorsque vous allez avoir des événements critiques, donc typiquement là, on était en plein dedans avec les Jeux Olympiques. On savait que c'était un événement à haut risque qui allait avoir beaucoup de regards tournés vers nous, incluant aussi des regards potentiels d'attaquants. Mais si on sort un peu du contexte des Jeux Olympiques, on peut avoir aussi le lancement de produits en interne d'entreprise. Lorsque vous voulez faire une grosse migration aussi, on peut vous accompagner. La modernisation, lorsque vous allez changer vos applications. Et enfin, dans les cas d'IA générative, on imagine si vous lancez un chatbot interne d'entreprise, que ce soit pour le sécuriser, mais également pour s'assurer que la charge soit bien tenue. Si vous avez 10 000 ou 60 000 utilisateurs, on peut vous aider aussi à lancer ce genre d'événement. Donc c'est que grâce au support Enterprise On-Ramp, on a pu accéder à ça. Et en amont des Jeux Olympiques, travailler sur le cas d'usage des Jeux Olympiques pour préparer au mieux et pour pallier aux problèmes de sécurité potentiels. Donc, pour poursuivre, nous étions donc à la fin de l'année 2023 et nous devions auditer un peu notre SI en termes de sécurité pour nous préparer aux Jeux Olympiques. Nous avons donc commencé par faire un tour de tous les partenaires pour aller voir comment est-ce que nous étions protégés, que ce soit contractuellement ou techniquement avec les différents outils. Donc aujourd'hui, notre écosystème, notamment sur la partie web, est constitué d'environ une cinquantaine de sites qui sont hébergés sur une plateforme qui est basée sur une techno Kubernetes et qui héberge environ plus de 300 applications réparties sur 4000 conteneurs, tout environnement confondu. Donc aujourd'hui, sur le site phare du groupe Ouest France, on a actuellement à peu près 180 millions de visites mensuelles. Voilà, ce sont des chiffres qui peuvent varier d'un mois à l'autre, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, nous étions dans un contexte aussi en 2024 qui arrivait avec les élections qui s'approchaient. Sur la partie élection, nous avions plutôt mis un focus sur la partie sécurité périmétrique. Donc on a parlé tout à l'heure de WAF et de DDoS. C'était plutôt ces éléments-là sur lesquels nous avons renforcé la sécurité. Nous avons, comme tout acteur présent sur le web avec une audience conséquente, régulièrement des cyberattaques. Il y a de nombreux événements de sécurité au quotidien. C'est un travail du quotidien et non un travail qui se fait sur un événement précis. Et enfin, nous avions parmi nos partenaires beaucoup de remontées du risque cyber sur cet événement-là. Donc on a voulu mettre en place un processus renforcé. Donc, suite à cette évaluation du périmètre en termes de support, notamment le support AWS a été mis en œuvre parce que nous voulions pouvoir bénéficier de certains outils qui étaient présents dans le support Enterprise On-Ramp. Le premier élément a été notamment Martin, qui fait partie du process, c'est-à-dire que nous avions accès à un SA dédié à notre compte avec qui nous pouvions construire une réflexion sur l'amélioration des bonnes pratiques avec une personne dédiée. Donc le temps que l'organisation se mette en place, que nous commencions à procéder aux actions, nous étions déjà rendus au mois de février et mars. Ce qui a été mis en œuvre, c'est de commencer par réaliser une revue d'architecture
en se spécialisant sur le pilier sécurité afin de pouvoir déterminer une roadmap d'amélioration assez rapidement. Donc, première étape, suite à cette revue d'architecture, comme je disais, la partie périmétrique étant déjà couverte au moment des élections, nous avons plutôt cherché à avancer sur la gestion de l'authentification et des permissions de nos utilisateurs. C'est un risque qui n'est pas forcément toujours couvert, qui est le fait qu'un utilisateur ait son compte compromis et des droits sur notre plateforme. Il faut pouvoir réagir en cas de détection d'utilisation de droits qui ne sont pas dans la normale. Ensuite, nous avons travaillé également en parallèle sur la mise en place d'outils de traçabilité et de suivi des anomalies, dont j'en parlerai rapidement tout à l'heure. Pour la partie gestion des permissions par équipe, donc, on a fait un diagramme rapide de comment est-ce qu'on délègue aujourd'hui les droits de nos utilisateurs internes vers l'infra AWS. L'idée est plutôt de partir de l'existant, d'aller récupérer la base de connaissances qui est aujourd'hui dans notre AD, et on va associer dans notre IAM le groupe AD avec un rôle AWS, ce qui permet ensuite d'aller automatiquement fournir des permissions qui sont adaptées à chaque besoin. Donc, l'identity provider reçoit le rôle de l'utilisateur qui s'est connecté, et après que l'utilisateur forcément ait saisi son MFA, et ensuite on va lui fournir des droits, que ce soit pour les équipes support ou pour les équipes de dev. L'intérêt de centraliser cette approche est aussi que nous avons de nombreux comptes. Pour simplifier, on en a indiqué qu'un seul, mais ça permet d'avoir une vision plus globale qui va remonter dans le compte de l'organisation, le compte route, où on va activer des services comme CloudTrail, GuardDuty ou Security Hub. Donc CloudTrail a par exemple pour vocation à pouvoir stocker l'intégralité des défaillances entre guillemets de droit, c'est-à-dire que si un utilisateur essaye de réaliser une action qui n'est pas dans ses permissions, il va automatiquement générer un événement, et cet événement peut ensuite être analysé et potentiellement générer un incident de sécurité. Donc suite à cette revue d'architecture et au début de la mise en place de la gestion des permissions, nous avons également travaillé sur de l'outillage de sécurité cloud. Alors, pour ceux qui connaissent les outils Synap, on a testé ces solutions et pu également lever des défaillances de configuration cloud ou des vulnérabilités qui pouvaient être exposées. Donc, ça nous a également permis de préparer et de catégoriser les actions les plus sensibles. Dernier sujet, nous avons également travaillé avec le support AWS. Donc, il y a une des fonctionnalités, des features du support NRAMP qui permet d'activer ce qu'on appelle le countdown. Donc, dans le NRAMP Enterprise, vous avez le droit de le réaliser une fois par an. Et donc, nous l'avons déclenché sur le périmètre des JO. Ce qui permet de demander aux équipes support AWS d'être plus sensibilisées aux différentes ressources critiques de notre système. Donc l'idée est de leur fournir une liste de ressources critiques, d'échanger avec eux sur l'impact d'une dégradation de service sur l'une ou l'autre des fonctionnalités. Et donc ensuite, de pouvoir s'assurer que sur la période qu'on s'est donnée, ils auront un niveau de vigilance accru. Nos résultats. Donc, pour le sujet cyber, globalement, on est plutôt satisfait parce qu'il n'y a pas eu de détection d'intrusion ou de compromission de compte sur nos systèmes.
Donc j'ai envie de dire heureusement. Ensuite, l'événement a plutôt bien fonctionné en termes d'audience. On a remarqué que nous avions à peu près 20% d'audience supplémentaire sur cette période, surtout liée effectivement au thème Jeux Olympiques. Et nous avons remonté environ 2 millions d'événements de sécurité pendant cet espace-là. Donc ça a été globalement dans la tendance du trafic habituel. Donc pas de surprise sur ces aspects-là. Donc le site a également bien fonctionné pendant l'événement avec un uptime autour des 100%, voilà, ce qui est assez habituel de notre côté. Donc ce qu'il faut en retenir de tout ça, pour moi c'est important de bien imaginer chaque événement comme un moyen d'améliorer et de compléter nos briques de sécurité événement après événement. Donc ce qui compte, c'est que quand on met en place un dispositif, c'est qu'on puisse s'appuyer dessus pour la suite et qu'on puisse progressivement atteindre un niveau de sécurité plus important. Donc notamment lors de la review de sécurité, nous avons travaillé sur un temps contraint. On avait quelques mois pour mettre quelques bonnes pratiques en œuvre. On avait également dû faire des choix plutôt sur l'observabilité des événements et avant d'être dans une phase plus proactive de gestion des incidents. Donc c'est important de pouvoir construire et par petites briques d'améliorer les bonnes pratiques en termes de cybersécurité sur nos environnements. Donc j'ai noté dans les prochaines étapes les idées qu'on a commencé déjà à mettre en œuvre ou qu'on n'avait pas eu le temps de mettre en œuvre dans le cadre des JO. Donc pour moi, la première, ce serait de mettre en place Identity Center en place. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'authentification était gérée plutôt dans les comptes enfants et on pourrait recentraliser cette authentification au niveau du compte route pour permettre d'avoir une seule configuration de l'authentique à réaliser et une délégation des droits après vers les comptes enfants. Ensuite, toujours en continuant à bénéficier des produits qui sont disponibles dans le support NRAMP, il existe un programme qui s'appelle SIP et qui permet de déclencher un système d'amélioration continue de la sécurité des infrastructures. Donc c'est un audit un peu sous la forme de la Well Architected Review qui permet de créer la roadmap de sécu pour progressivement renforcer ces axes-là. Dans les bonnes idées également, la réduction du périmètre d'attaque. Il y a pour moi des bonnes pratiques que j'ai découvertes. On a tendance pour des besoins RSE ou FinOps de downscaler nos environnements. Je pense qu'il est intéressant de s'attarder aussi au downscaling des permissions. Aujourd'hui, on a souvent beaucoup d'équipes qui ont des droits assez ouverts sur des environnements. Pour limiter l'impact en cas de compromission d'un compte, ça peut être très intéressant de réduire HNO, donc en dehors des heures ouvrées, les permissions des équipes qui n'auraient pas forcément besoin de travailler sur ces heures-là et donc de réduire le risque. Et ensuite, je pense que le travail le plus ardu, on a énormément de rôles pour nos applicatifs, pour nos utilisateurs. Ça demande de l'effort, mais itérer sur les rôles existants, restreindre les permissions au minimum pour que tout fonctionne, c'est pour moi extrêmement important pour que on ait une bonne granularité d'événements qui remontent dans CloudTrail et puis qui puissent déclencher des analyses sur ces éléments-là. Merci Jérémy pour ton retour d'expérience. Donc on a beaucoup parlé des bonnes pratiques AWS, de ce qui a été implémenté par West France en amont des Jeux Olympiques. Il faut savoir que toutes ces bonnes pratiques de sécurité qu'on a évoquées, réduction du périmètre de sécurité, gestion des authentifications, des moyens d'authentification et d'autorisation, et mise en place de WAF, ce genre de choses, restent valables pour tout type d'application et pour tout type d'événement. Ce n'est pas seulement limité aux Jeux Olympiques. Même chose pour les programmes qu'on a évoqués, sur toute la partie réaction aux incidents et réaction aux événements de manière générale, notamment toute la partie countdown.
Voilà, si je peux donner un exemple, c'est qu'en ce moment même, j'accompagne un de mes clients, plutôt dans le secteur du jeu vidéo, à rentrer dans le programme Countdown justement pour préparer la sortie de leur prochain jeu vidéo en ligne, donc très prochainement. Donc ils vont utiliser ce programme pour justement anticiper l'arrivée d'un grand nombre d'utilisateurs et être le plus réactif possible au moment de la sortie du jeu, au moment où il ne faut pas se rater en quelque sorte. Pour vous aider à passer à l'action et si vous voulez creuser de votre côté, on vous a préparé aussi une liste de ressources que vous pouvez consulter après cette session. Donc pour accéder à cette liste, vous pouvez tout simplement scanner ce QR code et ce QR code vous redirige vers ce site web ici où vous trouverez différents éléments. Donc parmi ce que vous trouverez dans ce site web, vous aurez notamment des liens vers des articles autour de la cybersécurité ou des services de sécurité que nous mettons à disposition. Parmi les services qui sont listés sur le site, il me semble que donc on a du Identity Center qui a été évoqué par Jérémy à la fin. On a également des liens vers les programmes Countdown, de la documentation, ce que c'est, comment les activer, etc. En plus de ces articles, donc plutôt de la documentation, vous trouverez également des workshops. Les workshops AWS, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des guides, on va dire pratiques, très hands-on, qui vous permettent de construire sur les différents services. Donc c'est très utile pour apprendre vraiment concrètement comment mettre en place et utiliser un service. Donc vous trouverez quelques workshops, je pense qu'il y a le lien vers tous les workshops sécurité et quelques-uns qu'on a sélectionnés, notamment Identity Center et WAF, il me semble. Et vous trouverez aussi nos contacts à tous les trois. Donc si jamais vous voulez nous poser des questions plus tard, voilà, c'est tout à fait possible. On prend les questions avec grand plaisir. Et le plus important dans tout ça, c'est le formulaire. Enfin, il y aura un lien vers le formulaire de feedback, donc il sera dans le petit encart jaune en haut du site. Donc c'est ce qui vous permet de donner un petit feedback sur la session via l'application du Summit. Pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin sur AWS et apprendre de nouvelles choses sur ce qu'on propose, vous pouvez utiliser Skill Builder, donc Skill Builder de AWS, qui est la plateforme de formation proposée par AWS. Donc là-dessus, vous trouverez un ensemble de cours et d'ateliers qui vous permettront d'en apprendre un peu plus sur nos différents services. Les cours sont destinés à tout niveau. Vous aurez des cours pour les personnes plutôt débutants, intermédiaires, mais aussi avancés. Et il y a des cours qui sont généraux, donc tout ce qui est solution architecte, etc. Donc qui vont couvrir un petit peu tous les différents services. Et vous avez également des cours plus spécialisés sur des sujets comme la sécurité, l'intelligence artificielle ou l'analyse de données. Voilà. C'est aussi un excellent moyen de préparer les certifications AWS, qui sont des certifications tout à fait valables sur le marché de l'emploi, et elles sont utiles pour certifier auprès de vos employeurs et de vos clients vos compétences sur AWS. Donc vous pouvez par exemple utiliser Skill Builder pour préparer la certification sécurité. Donc peut-être que si vous êtes là, c'est la sécurité qui vous intéresse. Dans ce cas, vous pouvez très bien utiliser cette plateforme pour passer cette certification. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le feedback c'est très important. Donc vous avez encore une fois, pour ceux qui l'ont pas fait tout à l'heure, une deuxième chance de scanner un QR code. Cette fois-ci, le QR code redirige directement vers le formulaire de feedback, donc il n'y a pas de site web intermédiaire. Donc voilà, on espère que cette session en tout cas vous a donné envie de vous pencher sur toutes ces problématiques de sécurité et de voir comment vous pourrez au mieux sécuriser vos applications en utilisant les différents services et les différentes méthodes qui ont été évoquées par Jérémy, donc ce qui a été fait par West France. On va rester dans le coin si jamais vous avez des questions, et pour ceux qui n'ont pas de questions, on vous souhaite une excellente après-midi et un excellent summit. Merci beaucoup. Merci à tous.